Avec vous sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez 11h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui une belle brochette comme tous les jours. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, bonjour. Bonjour Valérie. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, bonjour. Bonjour. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le média franc-tireur. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. Bonjour. Votre entreprise AB Consulting. On va parler aujourd'hui de cette grève inopinée, mettrais-je des guillemets, inopinée à la SNCF. Qu'en pensez-vous? Prise d'otage des usagers. Je sais que certains n'aiment pas ce terme, mais ça y ressemble quand même. Êtes-vous prêt, comme 51% des Français, à restreindre vos libertés, à ce qu'on restreigne vos libertés pour aller plus loin dans la lutte contre le terrorisme? Et puis, parlons des 80 km/h. Le Parisien y consacre sa une et tout un dossier aujourd'hui. À la veille des départs en vacances scolaires, ça va pas forcément être très facile de s'y retrouver. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexis, commençons avec vous. Oui, alors c'est pas vraiment un coup de gueule ni un coup de gueule, mais c'était juste un sujet en tant qu'élu de la région parisienne et ayant dans ma commune participé chaque année à cette commémoration. C'est la date du 17 octobre 1961. Dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. D'ailleurs, on en a parlé certaines années, mais pas forcément d'autres. Enfin, il y a une commémoration chaque année à Paris pour rappeler que lors d'une manifestation pacifique contre un couvre-feu qui leur était imposé, des Algériens qui vivaient en France ont été victimes d'une répression policière assez brutale, menée par le préfet Papon, qui était pas forcément, qui était plutôt coutumier des méthodes. Et donc, il y a eu à peu près 200 personnes qui ont perdu la vie, donc beaucoup ont été jetés dans la Seine et des milliers de blessés. Donc c'est une blessure à l'histoire nationale et un moment aussi de recueillement et de ne pas oublier ces pages sombres de notre histoire qui pendant longtemps d'ailleurs ont été dans l'oubli, rejetées dans l'oubli parce que justement, forcément, c'était pas quelque chose dont on a de quoi être fier, quoi. Oui, on en a effectivement peu entendu parler. Mathéo, c'est la Catalogne. C'est la Catalogne parce que je pense que encore une fois, on voit qu'un gouvernement d'un pays de l'Union européenne et un peu plus loin l'Union européenne ne veut pas reconnaître, ne veut pas écouter les exigences des citoyens. À l'occurrence, c'est des citoyens d'une région qui veulent être plus autonomes, voire indépendantes. Il y a un droit à l'autodétermination des peuples qui vaut pour beaucoup de pays, beaucoup de peuples. On ne sait pas pourquoi pour les Catalans ne pourrait pas être mise en place. Et donc, je constate encore une fois que dans cette Europe qui nous propose d'être le modèle pour le respect des droits des citoyens, des droits de l'homme et tout, un peuple ne peut pas être écouté. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose qui a été faite lors de différents référendums qui ont eu lieu en Irlande et en France pour dire oui ou non au traité à la Constitution européenne. On a vu comment ça s'est passé et on voit encore maintenant en France que on s'oppose à des référendums parce qu'on a peur d'entendre le peuple s'exprimer. Donc en même temps il y a eu une sorte de putsch, ça porte bien son nom. En Catalogne, à vrai dire, il y a eu un référendum qui n'a pas voulu être, qui n'a élu. Ils étaient des élus et donc élus par leur population. On peut dire que effectivement le référendum n'était pas complètement officiel. Ça, je suis d'accord. Ça, c'était pas constitutionnel. Mais la raison aurait pu amener le gouvernement espagnol à convoquer un vrai référendum, un peu comme a fait d'ailleurs la Grande-Bretagne pour l'Écosse ou la France pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et peut-être d'y rajouter que on a eu droit là au rendu du procès de deux des dirigeants catalans qui ont quand même écopé devant la Cour de sûreté de l'État espagnol. C'est pas une cour de justice comme une autre, de peine extrêmement sévère. Exactement. Parce que ça va jusqu'à 15 ans de prison ferme. Je pense que c'est de la persécution politique. Voilà, personnellement, je trouve ça. Ces représentants politiques qui n'ont pas versé le sang, qui n'ont pas piqué dans les caisses, se retrouvent aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'ils défendent une idée politique qui est en fusion avec une partie de leur population. Je pense que les peuples un petit peu partout en Europe sont en effervescence et la responsabilité politique est partout et sur tous les sujets, c'est d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Et là, ce que je constate en Espagne, c'est que on met de l'huile sur le feu précisément. Ouais. Et on risque d'amplifier
un problème Encore plutôt plus, que d'encourager sa résolution. Peut-être quand même préciser une chose, c'est que, parce que là il est question du modèle européen, des droits de l'homme et de la démocratie qui serait un peu pris en flagrant délit d'emprisonner un peuple. Je rappelle quand même que l'Union européenne, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, a été plutôt une terre d'asile pour certains dirigeants catalans qui se sont réfugiés à Bruxelles. Oui, Et qui n'ont pas, que je sache, été remis aux autorités espagnoles dans le cadre d'une sorte de répression féroce. Donc là, on parle bien d'un problème quand même plutôt interne à l'Espagne, d'une crise qui a été gérée d'une certaine manière par le pouvoir de M. Rajoy, qui était clairement dans un refus de dialogue et dans une répression brutale. Le nouveau gouvernement socialiste essaye de mettre en place une autre manière de gérer la crise, mais la crise, elle est profonde. Donc voilà, il faut peut-être rendre quand même à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire aux Espagnols une crise qui est d'abord une crise de l'État espagnol, et à l'Europe ce qui appartient à l'Europe. L'Europe, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas, je dirais, ni mis de l'huile sur le feu, ni empêché qui que ce soit de prendre des décisions souveraines. L'Europe a même été, me semble-t-il, dans ce... Alors peut-être qu'on peut reprocher à l'Europe de pas créer les conditions d'une médiation et de pas faire de l'ingérence. Mais si, par hasard, l'Union européenne essayait de s'ingérer, je pense que vous serez le premier à dénoncer l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires souveraines d'un État. Donc il faut être quand même un petit peu juste. N'a pas accueilli de bon gré l'idée d'avoir une Catalogne indépendante, parce que voilà, cette chose pourrait mettre en doute l'unité de certains États membres. On parle de la Belgique, on parle d'autres pays, mais en même temps, l'Europe... Vous ne pouvez pas reprocher à l'Union européenne de... Mais non, je reproche à l'Union européenne le fait d'avoir, par exemple, soutenu l'indépendance du Kosovo, qui personnellement je n'ai rien contre, mais on voit que par exemple l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo comme État indépendant, parce que justement elle craignent que la Catalogne considère cette reconnaissance comme une avant-goût, disons, de son indépendance. Donc Kosovo il y a qui n'appartient quand pas à même... l'Union européenne. Pardon ? Qui n'appartient pas à l'Union Non, mais européenne. l'Union européenne l'a reconnu. Oui, d'accord. Allez, on va passer au dans coup de son gueule ensemble. au coup de cœur de Nicolas. Mais moi, je suis comme Alexis, Ça peut- j'ai du mal à choisir entre le cœur et la gueule, Non, si mais je on puis va dire. dire, allez, on va transformer dans ce qui a retenu votre attention, Non, ce qui mais vous un fait coup de réagir. projecteur. Moi, je fais mon petit tour du monde du droit d'asile, vous savez, Valérie. Ouais. Donc, j'étais à Lesbos, là, je rentre de Mayotte. Mayotte, c'est le dernier département en date qui a été créé en France, qui est dans l'archipel des Comores, entre l'Afrique et Madagascar. C'est une île intéressante. Moi, ce que j'ai vu là-bas, à Mayotte, donc, nous avons départementalisé et créé un bout de France au milieu d'un archipel où les gens avaient l'habitude, depuis des générations, d'aller d'île en île. Alors, tous les Comoréens, ils ont de la famille à Mayotte, et tous les Mahorais ont de la famille dans les autres îles des Comores. Depuis qu'on a créé ce département, on a dit aux Comoréens, qui ne sont pas des Mahorais, donc qui n'habitent pas dans l'île, qu'il y a une frontière, que ça s'appelle la France, et que maintenant on va créer, on va gérer cette frontière. Et donc aujourd'hui à Mayotte, vous avez 400 policiers de la police aux airs et aux frontières qui gèrent les reconduites à la frontière. Vous avez 150 policiers affectés à la gestion du centre de rétention administrative de Mayotte, que j'ai visité, qui est flambant neuf. Et franchement, qui fait honneur à l'État sur les conditions d'accueil et de traitement des personnes qui sont concernées. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, en fait, toutes les semaines, on refoule vers les îles des Comores des Comoréens qui sont venus à Mayotte. Donc on les refoule, femmes et enfants. Donc ça veut dire que femmes et enfants... Enfin, la situation est infernale. Non, Aux mais- Comores, qu'est-ce que... Ouais, mais attendez. Mais à Mayotte, elle est infernale. Mais Enfin, attendez, est-ce que vous avez rencontré des gens qui vivent sur place ? Moi, j'ai vu des Oui, médecins oui, j'ai qui sont rencontré sur des gens. place Oui, et qui racontent la situation sur qui sont place. contents aussi de l'argent public qui est déversé sur l'île. À Mayotte, on fait 25 que cette 000 femme- reconduites aux Non, frontières non. par an, c'est-à-dire la moitié des reconduites aux frontières de tout le Ça, pays, c'est de toute la invraisemblable, ce que France. vous dites. Non, mais c'est pas invraisemblable, c'est la Il vérité. raconte quelque chose. Et quel est l'intérêt de faire ça, y compris dans les gens les plus haut passés à la préfecture, on vous dit mais ça sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on les renvoie, ils reviennent. On est sur une gestion transfrontalier, on n'est pas sur une gestion d'une frontière nette et précise, puisque on est sur un univers archipel qui de toute façon va continuer à être en contact. La maternité de Mayotte, c'est la plus grande maternité d'Europe, parce que effectivement les Comoréens viennent accoucher et viennent Pour le droit essayer du sol. pour le droit du sol en partie, mais pas seulement, Pas parce qu'il n'y a seulement. pas de soins non Pour plus les conditions dans l'autre de- archipel, sanitaires. parce qu'ils sont toujours venus accoucher à Mayotte, les gens des Comores, bien avant le département Ça date pas français. de- Bref, on organise un système qui est administrativement parfait, qui pose des problèmes humains, parce qu'il y a quand même des enfants en prison pendant 48 heures, dans des droits d'intention dans cette île, dans un schéma qui est un schéma de Shadok.
C'est-à-dire qu'à un moment, ce système ne s'arrêtera jamais. Donc, la question, c'est est-ce qu'on continue ? Est-ce que ces moyens, alors c'est quoi la solution ? est-ce que ces moyens mis en œuvre contre une immigration clandestine qui n'en est pas complètement une, parce qu'encore une fois, ces gens-là n'ont pas du tout envie de venir en métropole, ils ont même pas envie de rester nécessairement sur l'île, ils font des allers-retours comme ils l'ont fait depuis des années. Est-ce que ces moyens-là, on les mettrait pas ailleurs, là où on a véritablement besoin de lutter et face à des vrais problèmes d'immigration clandestine ? Voilà, moi c'est le seul problème que je pose. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Le schéma, le débat aujourd'hui qui est posé à Mayotte, d'abord, la question c'est est-ce qu'il fallait y venir ? Ça c'est la vraie question, c'est la question de base. Voilà, maintenant qu'on y est, c'était tout l'archipel ou rien. Bon, nous on a mis, on a mis quand même le verre dans le fruit. Non, mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on laisse les Comoriens, avec un accord avec l'archipel des Comores, venir librement à Mayotte et en repartir s'ils le souhaitent, ou est-ce qu'on continue à organiser un schéma qui coûte des milliards d'euros ? On a un auditeur qui nous dit lamentable, l'archipel a voté pour son indépendance et maintenant ce monsieur réclame qu'on les aide. Mais non, c'est pas ça l'histoire. Mais non, c'est pas ça l'histoire du tout. tout. Une partie de l'archipel a voté pour l'indépendance et on a décidé que Mayotte resterait parce qu'ils n'ont pas voté pour l'indépendance. Rafik, Mathilde ? Mayotte, c'est la France. Alors, il se trouve que c'est ainsi, ça n'arrange peut-être pas tout le monde, mais Mayotte, c'est la France. Et c'est d'autant plus la France, et c'est important de le dire, que les Mahorais sont attachés à leur appartenance à la France. Si on part du principe que les peuples ont le droit à disposer d'eux-mêmes, les Mahorais ont envie de rester français. Et le propre d'un État-nation, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de fixer des frontières et de mettre des limites. Donc, évidemment que la situation est compliquée, parce que c'est dans un environnement c'est un archipel qui, dans sa majorité, n'est pas français. Mais la souveraineté de notre pays dicte de fixer des règles. Je suis d'accord, mais enfin, vous voyez, entre la France et la Suisse, la gestion transfrontalière, ça se passe très bien. Un peu moins avec l'Italie. Et je me permets de dire que la Mayotte, c'est un peu Alors, ça m'a fait un peu sourire, et là je parle en tant qu'Italien, l'attitude de la France qui ne dit absolument rien en Europe à propos de la Mayotte, alors qu'il y a ces drames humains qui se passent, mais elle attaque constamment les fameuses Italiens méchants qui jettent les migrants dans la Méditerranée, qui arrivent à Lampedusa, etc. Par contre, elle veut pas des migrants qui arrivent à Lampedusa. Et elle s'occupe même pas des migrants qui arrivent à Mayotte. Je dis tout simplement une dernière chose. Très bien, la Mayotte est une île française dans un archipel qui appartient à un autre État. Pourquoi pas alors penser à une situation un peu à la Brexit, donc l'Irlande du Nord qui a un statut qui sera désormais commun aux deux pays. Donc peut-être il faudra penser à quelque chose de ce type. Mais de toute façon, ça serait bien d'arrêter l'hypocrisie à Paris parce que on dit des choses pour l'Europe, mais pour l'Afrique, on ne fait pas la même chose. Rafik, un coup de cœur ? Oui, un coup de cœur pour la prix Nobel d'économie, Esther Duflo. Alors c'est toujours une fierté d'avoir des chercheurs français qui s'illustrent par leurs travaux partout dans le monde, et nous en avons plusieurs. Je peux citer aussi Emmanuelle Charpentier, dans un tout autre domaine, une biologiste de génie qui a inventé ce qu'on appelle le ciseau à ADN, CRISPR, qui est en train de révolutionner la médecine. Mais là où, Valérie, mon coup de cœur va se transformer en coup de gueule, c'est que le point commun de ces deux et de tant d'autres, c'est que la France, hélas, est incapable de les retenir. Le point commun de tous ces chercheurs de génie, c'est qu'ils... Parce qu'Esther Duflo était auprès de Barack Obama et partie conseillère de Barack Obama. Esther Duflo est chercheuse au MIT, à Boston, parce qu'elle avait besoin de moyens et que la France, d'une façon ou d'une autre, n'était pas capable de lui fournir ces moyens. Exactement la même chose pour Emmanuelle Charpentier, qui a été obligée d'aller à l'Institut Max Planck de Berlin et qui, dans l'écosystème de recherche français, ne pouvait pas se développer. Et nous avons en France des talents monstrueux, nous avons un super pays, nous avons un génie français, et nous avons les moyens potentiellement de faire de la France une grande puissance scientifique et technologique qui soit le carrefour de tous les chercheurs du monde entier. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et hélas, aujourd'hui, quand on voit l'état de la recherche française, et pourtant avec énormément de moyens qui y sont déversés, on se rend compte que le retour sur investissement n'est hélas pas à la hauteur. Bon, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Le débat continue. Alexis Bachelet est inarrêtable ce matin. On va parler de la SNCF, du droit de retrait
ou de la grève, c'est selon, parce que le premier communiqué parlait de grève. Donc en tout cas, c'est un droit de retrait. Et ça appelé prise d'otage. Je vais y revenir. Moi, je voulais juste dire un mot sur une info qui m'a... alors, ça coup de gueule, je ne sais pas. Marc Dutroux va être l'objet d'une nouvelle expertise psychologique parce qu'il a fait une demande de remise en liberté. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Donc, je vous rappelle qu'il a séquestré, violé, assassiné, torturé des petites filles entre 95 et 96. Et il pourrait être libéré par la justice belge. Il a le droit de faire cette demande. Et il pourrait donc être libéré l'année prochaine. Donc, c'est une chose qui me paraît totalement inconcevable. Voilà. Enfin, on a le droit de la lui refuser, cette demande. On a le droit de la lui refuser, mais les Belges disent on a le droit de la lui donner aussi. Donc, voilà. Je vais faire énerver mon voisin. Ouais. Merci l'Europe. Parce que je dois vous avouer que c'est un peu le même problème qu'on a en Italie en ce moment exact, parce que on a demandé à l'Italie de revenir sur ses condamnations à la perpétuité pour des mafieux qui ont tué des magistrats, des policiers, tout et tout, qui sont en danger public exceptionnel. On a un système de carcération très dur, on l'appelle le 41 bis en Italie. Donc les magistrats sont désemparés parce que ils se disent c'est un signal très fort qu'on envoie aux mafieux, à la mafia, qui disent de toute façon si tu parles, si tu fais le collaborateur de la justice, tu seras libéré, ou bien surtout on pourra venir te chercher parce que tu ne seras plus protégé, parce qu'à un moment quelqu'un pourra remporter un recours et donc te mettre en danger, toi, ta famille, etc. Donc non, peut-être c'est pas la photo seulement à l'Europe, mais c'est vrai que c'est. Je vais vous donner cette information. On va ça mérite peut-être pas plus d'autres commentaires que ça. On va suivre ça. Donc alors grève, mouvement de retrait. En tout cas, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État chargé des transports, ce matin a parlé lui de grève surprise hors du cadre légal dû à l'instrumentalisation d'un accident de sécurité par les syndicats pour faire valoir une position politique. Donc effectivement, on peut parler de droit de retrait, c'est intéressant. Michael qui m'écrit, ça m'énerve. Vous me dites pas de terme prise d'otage, en représentant de Sodrail était au Bataclan, un peu de respect et de bon sens. Non, prise d'otage, c'est un mot de la langue française. Dans le Larousse, il y a le sens propre et le sens figuré. Et quand vous lisez la définition, le mot prise d'otage peut s'appliquer à ce type de situation. Je comprends que ça puisse vous heurter. Maintenant, on peut aussi supprimer tous les mots, tout le sens figuré des mots de la langue française. Donc, droit de retrait, grève, qui veut commencer? Rafik Smati. C'est un mouvement inopiné, en tout cas. On va l'appeler comme ça. Il y a deux façons de regarder ce qui est en train de se passer à la SNCF. On peut réagir, comme ça a été mon cas quand j'ai appris l'information, en commençant à insulter les syndicats, en utilisant le mot prise d'otage, comme vous venez de le faire, en ayant énormément de compassion pour les millions d'usagers qui aujourd'hui se sont retrouvés sur des quais et qui sont en situation extrêmement difficile, dont certains sont arrivés en retard dans leur boulot. Ou ne sont pas allés bosser, ou ne sont pas allés bosser, qui n'ont pas pu aller travailler, qui vont perdre leur journée de travail, qui ne seront peut-être pas payés. Enfin, il y a des situations il y a des situations compliquées. Alors ensuite, on peut poursuivre la critique des syndicats en disant en quoi le conducteur du RER B est-il concerné par un droit de retrait d'un accident qui s'est passé dans les Ardennes. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et une fois qu'on s'est indigné, se pose malgré tout une question de fond que l'on ne doit pas éluder. C'est l'état de nos infrastructures aujourd'hui qui est de plus en plus déplorable, qui est lamentable, qui nous fait courir un nombre d'accidents que l'on évite d'ailleurs quasiment tous les jours, mais qui sont en train de se multiplier à un rythme très inquiétant. Et cet état de délabrement de nos infrastructures, nous le voyons dans nos centrales nucléaires où les incidents se multiplient, nous le voyons dans nos hôpitaux qui sont en train de s'écrouler sous nos yeux. Et quelque part, ce qu'il y a en germe, c'est un effondrement global de toutes les structures de notre pays. Les commissariats. Du service public. Les commissariats, c'est exactement la même chose. Regardez l'état de nos casernes, l'état de nos prisons. Tout est en train de se disloquer sous nos yeux. Et ce qu'il y a en germe, et c'est ça qui doit attirer notre attention, c'est la possibilité j'ai employé un mot aussi fort que le mot prise d'otage tenait, c'est le risque d'une tiers-mondisation de la France. Et c'est ça qui est en germe. Et quand les cheminots se mettent en grève,
c'est avec les armes qui sont les leurs et très maladroitement. Et je ne l'aurais pas fait de cette façon-là. C'est là-dessus qu'ils veulent mettre le doigt. Bien sûr. On se retrouve dans un instant. On marque une petite pause et on est avec vous sur ce sujet 0826 300 300 grève. Oui, c'est encore une censure pour Alexis Bachelet. Mais si, vous avez parlé très longtemps dans la première partie, donc voilà. Ah bon Oui, ça va vite. Bah oui, mais il y a de la pub, on a besoin de vivre aussi. À tout de suite. Droit de retrait ou grève inopinée à la SNCF. Que pensez-vous de cette méthode? Les cheminots ont-ils raison de mettre en place ce mouvement qui perturbe grandement le trafic dans de nombreuses régions de France et évidemment le quotidien de nombreux Français? On en parle avec vous, 0826 300 300. On aura René dans un instant. Alexis Bachelet, vous avez la parole. Donc retrait, droit de retrait, est-ce que c'est, comme le dit encore une fois le secrétaire d'État au transport, une instrumentalisation à des fins politiques? Le gouvernement a le droit d'avoir cette lecture des événements. Moi, je suis plutôt proche de l'analyse de Rafik Smati, c'est-à-dire je pense que il y a un gros malaise aujourd'hui dans les services régaliens, police, justice, hôpital, et aussi sur la SNCF, qui est un service peut-être pas régalien, mais objectivement fondamental comme le sont les autres services pour la vie quotidienne de millions et de millions de nos compatriotes. Et je dois dire que je comprends, moi, qu'à un moment donné, il n'y ait pas d'autres moyens pour tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le droit de retrait, d'abord, je le rappelle, il existe dans les textes. C'est pas quelque chose qui est illégal. Donc parler de prise d'otage pour quelque chose qui est prévu par les textes, moi ça me dérange un petit peu. Pour moi, une prise d'otage, c'est quelque chose qui par nature est illégal, qu'on n'a pas le droit de faire, qui transgresse. Là, ils ne transgressent pas, ils appliquent un droit qui existe dans les textes par rapport à une situation qu'ils veulent dénoncer. Et je pense que ils ont évidemment peut-être pas d'autres moyens de se faire entendre. Et moi, je pense que dans l'occurrence, la position du secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebbari, est plutôt de nature à mettre de l'huile sur le feu et à provoquer une sorte de bras de fer, parce que il aurait pu dire je regrette, etc. Mais j'entends la crise, j'entends les craintes, parce que faut jamais oublier que dans un certain nombre de métiers, les problématiques de sécurité, elles sont pas secondaires. Elles sont premières. Est-ce qu'il faut rappeler la catastrophe ferroviaire de Bretigny? Est-ce qu'il faut rappeler, Rafik Smati l'a dit, des incidents? Je pense que moi, je préfère qu'à un moment donné... Mais vous êtes en train de dire que c'est une grève et pas un droit de retrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont pour des... droit de retrait parce que les conditions de sécurité ne sont plus, selon les syndicats, optimales ou assurées, notamment sur le réseau secondaire, où depuis Bretigny, il y a eu des tas de rapports, il y a eu des enquêtes parlementaires, il y a eu des élus locaux qui se sont mobilisés. Tout le monde dit que notre réseau secondaire est mortifère et qu'un jour, on reviendra à un drame comme celui de Bretigny. Et manifestement, à la tête de la SNCF, chez Guillaume Pepy et chez les différents ministères, ça ne répond pas. Donc il y a un moment, effectivement, je comprends, moi, que des cheminots disent « Notre boulot, c'est la sécurité. La sécurité n'est plus assurée. On arrête ». Et on arrête parce qu'on n'a plus que ce biais-là pour se faire entendre sur ce sujet. Alors, la définition de Larousse sur la prise d'otage, c'est personne dont on s'empare et qu'on utilise comme moyen de pression contre quelqu'un, un État, pour l'amener à céder à ses exigences. Ça correspond quand même à ça. Oui, mais c'est pas légal, une prise d'otage. C'est toujours quelque chose qui est d'une forme de violence, alors parfois juste symbolique, mais là, c'est pas en l'occurrence pour moi une violence. Ils n'ont pas pris en otage Guillaume Pepy. Non. Voilà, il aurait pu le séquestrer dans son bureau. Là, il y aurait une prise d'otage. Ça aurait été. On est d'accord. Par exemple. Ça aurait été illégal. Ouais. Non, mais à mon avis, Mathéo. une fois de plus, les syndicats ont perdu une occasion pour creuser le fossé qui les sépare des Français, dans le sens que on voit que les gilets jaunes, les pompiers, les gens qui sont appréciés par les citoyens français protestent, manifestent, c'est leur droit. Les cheminots aussi ont leur droit. Je rentre pas dans cette question, mais effectivement prendre des personnes comme des boucliers, parce que finalement, quand on peut pas aller travailler, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui peut-être vont perdre leur travail pour cette chose. Si on est solidaire, si on est des travailleurs solidaires comme ils disent d'être les adhérents à la CGT, des cheminots, il faut aussi penser à ces gens-là, parce que sinon on pense d'abord à notre intérêt et après à celui des autres. Alors on a on a René en ligne avec nous. Bonjour René. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour, on vous écoute. Oui, bien ma foi, je vous appelle simplement pour vous dire qu'on est dans un pays
qui ne permet pas de faire autrement que de prendre des gens en otage. Si le gouvernement veut bien écouter ce qu'on a à lui dire, on n'en viendrait pas là. Et voilà, le grand coupable, je crois que c'est ceux qui ne veulent pas nous écouter. Ils ne nous entendent pas. Oui. Il faut d'abord écouter. Et ensuite, on fait des propositions. Et si ça n'aboutit pas, là, effectivement, on pourrait faire quelque chose. Vous croyez que il y a eu des grèves, des dizaines, des centaines de milliers de grèves, de millions de grèves. Est-ce que ça a fait bouger les choses? Parfois oui, parfois non. Il y a Gabriel qui nous dit non pas pour la pertinence de cette grève soudaine, mais parce que cela prépare un retour en force des citoyens dans la rue, tout corps de métier confondu. Hélas, l'État n'écoute rien, donc il faut agir, quitte à ce que cela soit contraignant. Non mais alors je sais pas qui est... oui. Non, mais c'est sûr que c'est jamais agréable de manière non annoncée, puisqu'il y a des grèves qui sont annoncées, il y a des moments où on peut se préparer. Là, effectivement, il y a un côté passage en force. Mais moi, je répète que est-ce qu'il faut attendre la prochaine catastrophe ferroviaire pour que enfin y ait des fonds qui soient débloqués, des rapports qui soient, des expertises qui soient mandatées et qu'on découvre effectivement qu'il y a des points qui, sur le réseau, ne sont pas sécurisés et qui peuvent provoquer des accidents? Ou est-ce qu'on préfère qu'à un moment donné, ce soit les personnels eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme et qui essayent de faire en sorte d'obtenir un certain nombre de réponses par rapport à leurs inquiétudes. Voilà, après, moi, je vais vous dire franchement, entre effectivement attendre une prochaine catastrophe ferroviaire où il y a des morts, des blessés et franchement, on est parce tous... qu'il y a des accidents au passage à niveau tous les jours. À un moment donné, des mouvements sociaux un peu inopinés, eh bien oui, moi je pense que le moindre mal, c'est quand même ces mouvements sociaux qui essayent d'alerter sur des problèmes réels. En dehors de la période de vacances, oui, par exemple. Comme effectivement, certains auditeurs nous disent c'est évidemment le jour des départs en vacances. Et c'est pas non plus un débrayage sur tout le réseau, c'est pas la France entière qui est... Enfin, je veux dire, il faut aussi regarder les choses avec nuance. Mais des accidents de passage à niveau, il y en a effectivement tous les jours. On a en ligne Fred avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Valérie et bonjour à vos invités. Vous êtes un ancien de la SNCF. Exactement, je suis retraité. Alors, vous savez, au travers de tout ça, je pense que tout va être bon. Bon, la caisse de la SNCF qui a été faite au pas de course, quand même, qui a été, à la limite, très mal faite. On a eu j'ai lu dans La Vie du Rail, pour pas nommer une revue, l'interview d'un ancien président, le Floch Prigent, côté ce qu'on dira, mais qui a été un monsieur qui a été quand même pas mal. Ça s'est très mal engagé, ça a été très... Enfin, on va en voir l'application d'ici peu. Et je pense que ça partira dans tous les sens. Parce que on ne sait pas au juste à quelle sauce ils vont être mangés, la séparation du réseau et tout ça. Je pense derrière, il va y avoir des mises en application qui vont être terribles. D'ailleurs, en ce moment, la SNCF, c'est un bazar sans nom. On veut réduire les effectifs. Enfin, c'est un merdier sans nom, excusez-moi l'expression. Ouais. Et je crois que tout ça, chaque petit truc sera prétexte à monter la pression parce que cette réforme était très mal faite, très très mal faite, sans tenir compte de rien. Et je pense que je vous dis, même des anciens présidents, l'ancien président l'avait dit, le nouveau président, M. Farandou, qui est quelqu'un, qui connaît très très bien les dossiers, tout ça, le pauvre, je voudrais pas être à sa place. Et je pense que ça, ce sont des prétextes, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, mais il va y avoir un malaise profond qui va surgir parce qu'on ne sait pas l'application réelle de la caisse de la SNCF, comment ça va se traduire. Et je pense que tout ça, c'est aussi, si vous voulez, une façon on va faire. J'ai bien peur qu'on fasse des gilets jaunes SNCF d'ici quelques temps. Mais pour moi, c'est un prétexte. Le mot est fort peut-être, mais vous savez, il y a un malaise profond. Oui, ça, le malaise, il est évident. Mais est-ce que c'est un tour de chauffe avant le 5 décembre? Est-ce que c'est ça? Moi, je pense qu'il faut. Ça préfigure de ce qui va se passer en décembre. Moi, j'entends le malaise et je voudrais dire aussi que les gens n'arrêtent pas le travail de gaieté de cœur. C'est pas facile quand on est cheminot d'arrêter, de pas venir travailler. Faut pas s'imaginer que on a affaire à des grands fainéants, des nantis qui décideraient de pas aller travailler le mardi et de revenir travailler le mercredi. C'est jamais de gaieté de cœur que c'est fait. Je crois que c'est un signe de responsabilité par rapport à une forme d'irresponsabilité en face. Je précise que après l'accident de Brétigny,
il y a une carte qui a été dévoilée où il y avait plus de 200 points noirs sur les réseaux ferroviaires secondaires, que cette carte, si on la reprend aujourd'hui, les 200 points noirs, ils sont tout autant. Plus ceux qui se sont ajoutés depuis. Donc, il y a un vrai sujet qui est la sécurité. La sécurité, ça se négocie pas. Et moi, je vais vous dire, l'intérêt général, c'est la sécurité. C'est la vie. C'est la vie de ceux qui sont transportés. Je vais vous dire, moi, si des personnes, je vais être très clair, doivent perdre leur emploi aujourd'hui parce qu'elles sont arrivées en retard, d'abord, c'est parce que le droit du travail ne s'applique pas dans les entreprises où elles travaillent. C'est pas un motif. Mais je vais vous dire, ça ne peut pas être mis au même niveau que la vie et la sécurité de voyageurs, hommes, femmes et enfants. D'accord. Sauf que il faut considérer aussi le contexte, c'est-à-dire que personne dit que les cheminots sont des fainéants, nantis, comme vous avez dit. Certains le disent. En tout cas, moi non. Non, mais c'est pas le propos ce matin. C'est pas le propos de ce matin. Je pense qu'il faut considérer le contexte, c'est-à-dire il y a un certain nombre de privilèges de ces travailleurs qui sont un héritage du passé. Il faut pas refaire le monde en ce moment, mais il faudrait avoir, je pense, la sensibilité pour penser à ces personnes qui ce type de privilèges les ont pas et qui dans le quotidien galèrent vraiment pour justement aller travailler. Et s'il leur manque rien que le train, bien sûr, il doit être en condition de sécurité. Mais alors, il faudrait être très, très honnête au niveau national et dire bon, très bien, on arrête de dépenser de l'argent pour, par exemple, faire maintenir des privilèges de cheminots et on met l'argent à disposition de la sécurité des voyageurs de la SNCF ou des métros. Je regarde les tweets, il y a pas mal de gens qui soutiennent, qui disent moi je suis dans la galère, mais je soutiens ce droit de retrait, je suis d'accord avec vous, etc., etc. Il y a en réalité deux sujets. Deux sujets différents qu'il ne faut surtout pas mélanger. Il y a le sujet du statut des cheminots, du rôle des syndicats et de leur légitimité. Je fais partie de ceux qui pensent que nos syndicats actuels sont des syndicats extrêmement poussiéreux qui nous renvoient quasiment 100 ans en arrière. Donc il y a un vrai problème de représentativité. Mais le sujet qui est mis sur la table, en réalité, c'est un autre sujet. Et il ne faut pas que l'on passe à côté. C'est le sujet de la sécurité et du délabrement manifeste de toutes nos installations publiques dans notre pays. Et je veux dire un point important. Ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est-à-dire que j'entends des gens dire oui, mais il faut mettre plus de moyens sur la table pour la SNCF. Il faut en mettre aussi plus dans les hôpitaux, puis il faut en mettre plus dans les écoles, il faut en mettre plus partout. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Et donc, on les a, mais on met pas l'argent où il faut. Non, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une véritable vision stratégique. C'est-à-dire que certes, le gouvernement a fait la réforme de la SNCF, mais c'est une réforme de boutiquier, c'est une réforme comptable. Il n'y a derrière cette réforme aucune vision stratégique sur l'avenir du rail, sur l'avenir des transports publics, sur la place du rail avec les nouvelles technologies qui vont révolutionner, qui vont rendre dans 20 ans le TGV tel que nous le connaissons caduc. Une vraie réforme de la SNCF, vous voulez qu'on parle d'Hyperloop ou d'autres sujets, ou de Fast Train ou de plein d'autres sujets. Mais le rôle d'un gouvernement, c'est pas de colmater des brèches. Le rôle d'un gouvernement, et a fortiori d'un président de la République, c'est de projeter le sujet dans l'avenir. Et aujourd'hui, aucune projection, que ce soit de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos forces de police, aucune vision stratégique de notre diplomatie, nulle part. Nous avons renoncé au long terme, et c'est ça que nous payons. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants, quelques secondes. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Hier soir, dans l'émission politique de France 2, une question était posée, par l'Institut Ipsos. Faut-il aller plus loin pour lutter contre le terrorisme, quitte à restreindre les libertés ? Et la réponse, 51% des Français, un tout petit peu plus de la moitié, sont prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité. Alors déjà, est-ce que vous êtes étonnés par ce chiffre, les uns et les autres, Mathéo ? Oui, personnellement, oui. Après, personnellement, je ne suis pas d'accord pour restreindre ultérieurement les libertés civiques. Je serais pour appliquer les lois qui existent déjà et, par exemple, éviter de justifier des choses au nom de politiquement correctes, pour éviter de stigmatiser des parties de la population et donc laisser passer tout un tas de choses comme celles qui se sont passées à la préfecture de Paris. Voilà. Je pense que ça serait bien de... Enfin, il y a quand même tout un tas de lois qui permettent... Il y a plus d'une quinzaine de textes qui ont été adoptés depuis 30 ans contre le terrorisme. Voilà. Déjà. Et si on veut contrôler une personne, maintenant, on a matériellement la possibilité de le faire. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on se pose encore la question, puisque c'est fait. On a sacrifié une grande part de nos libertés depuis quelques années
par des lois sécuritaires. Je rappelle quand même qu'au début de ce mandat, de ce quinquennat, on a intégré une grande part des mesures de l'état d'urgence dans le droit pénal commun. Et on en avait beaucoup parlé avec Alexis Bachelet, député. Le quinquennat de Hollande a également fait voter un certain nombre de mesures, notamment la loi renseignement, par exemple, qui sont, à mon sens, très attentatoires par rapport aux libertés individuelles. Je vous donne un exemple. On a des machines aujourd'hui utilisées par les services de renseignement qui sont posées dans un quartier et qui, à un rayon d'1 kilomètre, vont pouvoir enregistrer toutes les conversations et tous les échanges de données des personnes qui passeront dans le réseau, que ce soit des personnes suspectées de commettre des actes ou vous, moi, qui sommes des innocents. Et parlant de la presse. Ou de la presse. Donc, je veux dire que cette question soit encore d'actualité, moi, ça me choque. Ça me choque d'autant plus parce que si elle est posée, ça veut dire que le gouvernement a l'intention d'aller encore plus loin. Mais ça va jusqu'où? Moi, j'ai entendu Christophe Castaner parler de la reconnaissance faciale. J'ai l'impression que c'est un truc qui fait énormément plaisir à la Startup Nation. C'est très techno, donc c'est vendu comme ça. Ce serait quoi? Ça s'adresse à quoi? La reconnaissance faciale, c'est faire en sorte d'aujourd'hui, vous avez de la vidéosurveillance dans les villes. Bon, la vidéosurveillance permet de suivre les allées et venues des uns et des autres, mais là, on va pouvoir individualiser ce suivi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconnaître une carte d'identité dans tel lieu Alexis Bachelet qui va faire ses courses, qui va acheter une trottinette, et donc ensuite on pourra rouler avec. Oui, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette information-là? Ensuite, on enregistrera le fait que Alexis Bachelet fait de la trottinette, et peut-être que demain on lui proposera une taxe pour payer les... Non mais là on parle de sécurité. Oui, mais on parle de sécurité. Mais derrière la données personnelles, d'informations qui ne devraient pas être normalement récoltées. Regardez ce qui s'est passé à Hong Kong pendant les manifestations, où les manifestants ont réutilisé d'anciens tickets de métro pour plus être tracés dans le traqué, où ils utilisaient des lasers verts pour empêcher d'être connus facialement. Enfin, imaginez la reconnaissance faciale dans la crise des Gilets jaunes, et vous voyez tout de suite là où on peut arriver. C'est ça que Monsieur Castaner est la même personne qui a ordonné de tirer des LBD sur des citoyens français. Voilà, j'y vais un peu fort, mais lui, honnêtement, je suis un peu scandalisé de cette proposition parce que déjà, en plus, on veut éliminer l'argent liquide, donc on saura encore plus quand on dépense de l'argent. Donc entre Alexis Bachelet, quand il achète sa trottinette, il sera identifié le visage fiché. De quoi on parle? Rafik Xmati. En tout cas, ça prouve que les Français ne se sentent pas en sécurité. C'est un débat extrêmement inquiétant. L'idée que l'on puisse renoncer à des libertés, et vous avez raison de le signaler, c'est déjà le cas depuis quelques années, loi renseignement, etc. L'idée que l'on puisse renoncer à des libertés en pensant que ça va faire progresser notre sécurité, c'est un trophée que nous remettons à l'ennemi et à ceux qui nous combattent. Chaque recul de liberté, c'est une brèche qui est faite dans notre modèle de société. Il faut vraiment que nous ayons ça en tête. Et alors, effectivement, on peut être très geek. La reconnaissance faciale, c'est intéressant et on serait bête de s'en priver. Nos téléphones sont capables aujourd'hui de faire preuve de reconnaissance faciale. Après tout, pourquoi pas nos policiers? Certes. Mais si on veut remettre de l'ordre dans notre pays, si on commençait par le début, si on commençait par recoloniser tous les territoires qui ont été abandonnés par notre République, si on commençait par recoloniser toutes les zones de non-droit, on n'a pas besoin de reconnaissance faciale pour ça. On sait où elles sont. On sait quelles sont les personnes qu'il faut neutraliser. On connaît les méthodes. Mais il faut du courage politique. Alors tout ça est extrêmement gadget. On fait venir la Startup Nation en renfort pour se donner un brevet de sécurité et d'autorité, alors qu'en réalité, on ne règle pas le mal à la racine. Alors la reconnaissance faciale, pourquoi pas, c'est nécessaire, mais commençons par le début. Et ensuite, si on veut faire mieux, eh bien on fera mieux. La reconnaissance faciale, pourquoi pas. Mais je déteste ces fausses bonnes idées qui sont portées par des hommes politiques médiocres qui, encore une fois, s'achètent des brevets d'autorité avec de fausses bonnes idées en faisant peur à leurs concitoyens. Tout ça est extrêmement grave. Et nous devons nous élever contre tous ces reculs de liberté. Mais vous comprenez, vous avez cette analyse-là. Les Français qui ont peur se disent que plus il y aura de sécurité, plus ils vont donner l'argent de la reconnaissance faciale. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le pouvoir, notamment d'écoute téléphonique, de surveillance des réseaux numériques, tous ces pouvoirs-là ont été transférés entre les mains de l'administratif. Ce n'est plus le pouvoir du juge, c'est le pouvoir de l'administratif, donc possiblement du politique. Est-ce que c'est vraiment le modèle de société que nous souhaitons dans notre pays? Des informaticiens des préfectures. Alexis Bachelet. Il y a la première partie de l'énoncé, c'est est-ce que vous êtes prêt à renoncer à des libertés pour lutter contre le terrorisme? Ça a été dit par tout le monde. Il y a déjà eu un certain nombre de libertés qui ont été mises à mal en France et dans beaucoup d'autres pays, peut-être aussi les États-Unis, mais
pour lutter contre le terrorisme. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi, c'est un peu le rôle des hommes politiques, dire d'où on vient et où on est, et tout ce qui a déjà été fait et les moyens qui sont mis, qui permettent d'ailleurs de déjouer des attentats. C'est ce qu'a dit Christophe Castaner hier. Il y a eu beaucoup d'attentats déjoués et il y a beaucoup de moyens qui existent aujourd'hui, notamment des moyens administratifs. C'est plus la justice. On est déjà dans une justice d'exception. À partir du moment où c'est l'administration, un préfet, un directeur de renseignement qui peut mettre placer en détention administrative. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on peut mettre des gens comme ça sur une simple présomption, les priver de liberté. Je pense que aller plus loin, ça veut dire quoi? Moi, d'abord, je me pose la question. Il faudrait dire, mais quelle liberté supplémentaire va-t-on, quel pouvoir supplémentaire? Et puis, quand on parle de lutter contre le terrorisme, moi, j'ai toujours un peu de malaise. C'est que lutter contre le terrorisme, c'est pas uniquement un problème hexagonal. C'est-à-dire, à quel moment, je l'avais déjà dit, à quel moment on envisage de remettre en cause nos relations avec un certain nombre de pays qui sont les terreaux, parce que le terreau du terrorisme islamiste, il peut y avoir un terreau national, mais il y a surtout un terreau international. Est-ce que, par exemple, on veut se donner les moyens de couper un certain nombre de réseaux sur Internet, par exemple, des gens qui prêchent la haine et qui, par Internet, arrivent et peuvent influencer des gens chez nous? Est-ce qu'on est prêt pour ça à remettre en cause nos relations avec, par exemple, l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec d'autres pays, avec la Turquie de M. Erdogan, qui, on le voit, n'hésite pas à s'attaquer à ceux qui nous ont aidés quand même à défaire Daesh. Enfin, je veux dire, à un moment donné, où elle va être la cohérence quand à l'intérieur de l'Hexagone, il faut renforcer, etc. Et puis, dans nos relations, et c'est ce que disait Farid Mati tout à l'heure sur un autre sujet, à quel moment on porte ces sujets-là de manière stratégique? C'est-à-dire à quel moment on regarde, peut-être avec nos partenaires européens, parce que l'Europe est quand même une puissance économique, à défaut d'être une puissance diplomatique et militaire, à quel moment on va au bout de la logique et on dit, ok, notre priorité c'est de lutter contre le terrorisme. Au niveau national, on a fait le job, on a voté, etc. On peut même se demander si on peut aller beaucoup plus loin. Mais à quel moment on traite au niveau international tous ces sujets-là? Peut-être dire qu'on a des lois d'exception, mais on a des moyens qui ne le sont pas. Je rappelle que dans beaucoup de greffes de juges d'instruction aujourd'hui, y compris à l'antiterrorisme, on fonctionne par fax. Mais utilisons l'argent de la reconnaissance faciale. Je pense que les gens qui ont amélioré ces moyens de la justice et rétaper les commissariats, par exemple, faire travailler moins les policiers. Les Français qui ont peur, les citoyens qui ont peur, il faut les entendre, mais ils attendent pas des lois. Ils attendent pas des détériorations de leur liberté. Ils attendent des policiers là où il en faut, c'est ce que vous disiez, et là où il y en a pas. Ils attendent des commissariats ouverts pour accueillir les femmes victimes de violences. Ils attendent ça, les Français. Mais c'est aussi ce que dit Alexis, effectivement, sur la vision politique. Un mot pour conclure, Rafik Mati. Et en effet, quand vous posez la question à nos compatriotes, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta liberté pour la sécurité? Évidemment, on a tous envie de vivre. Évidemment, si vous posez la question sous cette forme-là, évidemment qu'une grande partie de nos compatriotes choisissent la sécurité. Mais dans une démocratie mature et forte et sûre d'elle, on ne pose pas la question en ces termes. C'est vrai que la question avait de quoi étonner. Et c'est vrai que le résultat, 51% des Français qui répondent oui, dit quelque chose quand même sur l'état de la France et l'état psychologique. Merci à tous les quatre.